bonjour à tous. Merci Christelle et toute l'équipe de la CCI de me permettre d'animer cette intervention aujourd'hui. Donc, je me présente rapidement, Hélène Dezostre, société Adrem Conseil. Je travaille aujourd'hui avec les dirigeants pour tout ce qui est gestion, organisation de leur entreprise. Donc, on a été confrontés, comme beaucoup de dirigeants, à la problématique du télétravail, raison pour laquelle j'étais intéressée d'animer finalement ce sujet aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de démarrer avec un peu un balayage de tout ce qui se fait au niveau télétravail, de tout ce qu'on a appris en 2020, puisqu'on a quand même expérimenté plein de choses en 2020 par rapport au télétravail, et de voir ce qu'on peut finalement garder pour 2021, et ce sur quoi il faut être vigilant, puisqu'aujourd'hui, c'est quand même une charge de travail, une charge mentale supplémentaire pour les dirigeants. Donc, il y a quelques règles à respecter, il y a quelques bonnes pratiques à mettre en œuvre, et puis on peut derrière vivre plus sereinement cette année 2021. Voilà. Je vous propose une petite intervention technique. Donc, je vous demande 30 secondes. Je mets un petit casque, on entend un petit bruit de fond. Ah, d'accord, c'est la ventilation, je pense. Okay. Alors, petit ajustement technique. Est-ce que vous pouvez me confirmer? On vous entend pardon, très bien, Hélène, et c'est plus agréable. Il n'y a pas ce bruit de fond du chauffage, je pense qu'on entend. Je pense que c'est tout simplement la ventilation, oui, effectivement. Ouais. Merci. Merci Marie. Impeccable. Écoutez, je vous propose qu'on démarre cette présentation, et l'idée c'est que bien évidemment vous puissiez poser vos questions dans le chat, et on prendra un peu de temps sur la fin de la présentation pour répondre à vos questions dans la mesure du possible, si j'ai les réponses bien évidemment. Donc, dans un premier temps, j'aurais voulu balayer les enjeux du télétravail. On a surtout compris les enjeux à court terme dans cette année 2020. On a pris conscience des enjeux à court terme, puisque très rapidement, il a fallu retrouver un rythme de travail structuré, le quotidien, et coordonner le travail d'équipe. Mais au-delà de l'enjeu, je dirais, de l'activité, il y a des enjeux humains qui sont ressortis très rapidement, concernant la sociabilisation, le maintien du lien social du salarié par rapport à son équipe et par rapport au fonctionnement de l'entreprise, puisqu'on sait très bien que les interactions sur les pauses, les interactions le matin et le soir sont des éléments de sociabilisation et de bien-être au travail des salariés. Et le fait de ne plus pouvoir faire le tour du bâtiment pour dire bonjour à tout le monde, avoir quelques mots d'échange, faire les pauses café, les pauses cigarettes pour ceux qui fument, eh bien, ça a un impact psychologique sur le salarié. Et donc, on a découvert qu'il fallait, en tout cas pour les managers, travailler sur la prévention de l'isolement du salarié. C'est quelque chose c'est un enjeu vraiment à court terme, parce que dès le départ, on voit certains salariés qui s'isolent, on voit certains salariés qui se referment et des comportements qui changent. Et ça fait partie du rôle du manager ou du dirigeant, et ça fait partie des gros enjeux du télétravail que de maintenir ce lien social pour éviter soit un décrochage, soit une suractivité du salarié, parce que finalement, il n'a pas ces ruptures dans la journée liées aux différentes pauses qu'il pouvait avoir en présentiel, et ça peut avoir un impact sur son moral. Au-delà des enjeux à court terme qu'on a très vite identifiés, je dirais, sur le premier confinement, et que pour la plupart, les dirigeants et les managers ont réussi finalement à maîtriser avant le deuxième confinement, on a des enjeux qui sont des enjeux à plus long terme et qui ne sont pas anodins pour les entreprises. Alors, il y a du positif comme du négatif, c'est toujours la même chose. À moyen terme et à long terme, il y a des enjeux économiques, bien évidemment, sur la pérennité de l'entreprise, de la pérennité de l'organisation. Le dirigeant et le manager se doivent d'organiser l'activité et de faire en sorte que finalement, toutes les activités critiques de l'entreprise soient faites en télétravail quand il est à 100%. Et quand il n'est pas à 100%, il doit s'assurer qu'entre le temps en présentiel et le temps en télétravail, il optimise en fait ces deux modes de travail différents pour couvrir finalement toutes les activités de l'entreprise.
ça peut être aussi un avantage concurrentiel. On s'est rendu compte que le télétravail, en fait, donnait des possibilités financière à l'entreprise qu'elle n'a pas dans un mode de fonctionnement classique. Alors, qu'est-ce que j'entends par possibilité financière? D'abord, au niveau de la gestion de la surface des locaux. Le loyer est l'une des premières dépenses après les charges sociales en général des entreprises. Et donc, il y a un enjeu financier qui n'est pas négligeable en fonction des villes, je dirais, en fonction des zones dans lesquelles on se trouve. Les loyers sont plus ou moins chers. Et il y a la possibilité de repenser en fait sa surface d'organisation en intégrant en fait l'absence du salarié quand il est en télétravail. L'absence des locaux, j'entends, pas l'absence de l'entreprise. Donc, certaines organisations se posent aujourd'hui la question de reconfigurer leurs locaux ou de délocaliser leurs locaux ou de rendre des surfaces pour pouvoir avoir une économie financière ou pour pouvoir optimiser la surface du bâtiment différemment. Donc ça, c'est un enjeu. Ça va se construire sur le plus long terme. Il y a eu des expériences il y a quelques années, en particulier en région parisienne, où les surfaces sont très très chères. Certains grands cabinets d'expertise comptable avaient opté pour le bureau nomade, c'est-à-dire que le salarié arrivait, prenait son caisson, bon, c'était un peu anonymisé, il prenait son caisson, il allait à un bureau, il travaillait, il mettait tout dans son caisson, il restituait son caisson, et ils avaient réduit la surface au minimum. Ils sont revenus en arrière parce qu'ils se sont rendus compte que la dépersonnalisation totale du lieu de travail avait un impact sur la productivité. Donc, il y a des enjeux économiques, il y a des réflexions à avoir par rapport à la surface des locaux pour une optimisation financière du loyer, mais voilà, il y a un équilibre à trouver. On ne peut pas aller d'une extrême à l'autre et dépersonnaliser complètement les bureaux. Il faut avoir ce sentiment d'appartenance. Il faut maintenir ce sentiment d'appartenance. Et donc ça, c'est des enjeux qui se construisent dans la durée, dans l'échange avec les salariés, voir comment ils se voient intervenir dans l'environnement, dans l'établissement. Et essayer de construire un modèle, en fait, entreprise par entreprise, où chacun peut se retrouver et finalement, l'entreprise peut optimiser sa surface. Un des deuxièmes enjeux, qui est beaucoup plus humain, je dirais, c'est que le fait de pouvoir organiser son activité en télétravail et en présentiel, parce que je suis quand même je suis une inconditionnelle du présentiel. Je pense que, voilà, je vais donner mon opinion tout de suite. Je pense que le télétravail est un outil très intéressant et pour le salarié et pour l'entreprise. On y reviendra tout à l'heure. Mais je pense qu'un équilibre pour s'assurer du sentiment d'appartenance, de l'engagement, il y a besoin d'échanges en face à face, en présentiel. D'ailleurs, on voit l'évolution. L'année dernière, on nous a dit tout télétravail, aller sur le tout télétravail, organiser le tout en télétravail. Et en ce début d'année, même le gouvernement nous dit, bon, on peut peut-être rééquilibrer un peu et aller rechercher un peu de présentiel. Alors, le télétravail est un atout en recrutement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va pouvoir élargir le périmètre de recrutement de l'entreprise, plus que quelqu'un peut plus facilement accepter peut-être de faire 1 heure, 1 heure et demie de voiture une fois de temps en temps et télétravailler le reste du temps, alors que faire 1 heure et demie de voiture matin et soir de manière régulière 5 jours sur 5, c'est pas quelque chose que la personne envisagera. Donc, sur des postes qui sont pénuriques, où on a du mal à recruter, ça peut permettre d'élargir, ça peut permettre à l'entreprise, à l'organisation d'élargir son périmètre de recrutement. Donc ça, c'est un enjeu, c'est un réel enjeu pour les dirigeants et c'est quelque chose dont il faut qu'ils soient conscients. Ils peuvent construire une politique de recrutement sur le moyen et long terme. Et après, il y a une notion stratégique, il y a un enjeu stratégique, c'est-à-dire que l'entreprise peut se rendre plus visible grâce au télétravail, parce que le télétravail, bien évidemment, peut être au domicile et c'est ce qu'on recommande actuellement, mais il faut espérer qu'on arrive un jour à sortir de ce problème de santé, le problème de santé que nous rencontrons actuellement. À plus long terme, le fait d'avoir une organisation bien rodée en télétravail permet aux salariés d'être dans des tiers-lieux. Je parle des espaces de coworking, bien évidemment. Et ça permet d'élargir, en fait, l'ouverture de l'entreprise sur l'extérieur, puisque quand il est dans ces tiers-lieux, il va partager, il va expliquer son métier, il va expérimenter une relation différente à l'environnement et
ça permet de sortir en fait de l'entreprise, ça permet aux salariés d'amener, d'élargir ou d'augmenter la notoriété de l'entreprise au-delà des portes de l'entreprise et au-delà du périmètre géographique habituel de l'entreprise. Donc ça, ce sont les enjeux dont les dirigeants et les managers qui sont à la tête d'équipe et doivent accompagner du télétravail doivent être conscients. Je vous propose, avant d'aller dans l'animation pure de l'équipe en télétravail, je vous propose, alors j'ai un écho, je m'excuse, j'essaie de rectifier, voilà. Avant de passer sur l'animation, le suivi et l'animation même de l'équipe, je vous propose de balayer quelques idées reçues quand même sur le télétravail. La liste n'est pas exhaustive, bien évidemment, mais ce sont des idées reçues que j'ai rencontrées assez régulièrement sur l'année 2020 et je voudrais quand même vraiment faire le point dessus parce que ça floute en fait la vision du télétravail et avoir ces a priori-là n'est pas bon pour un manager. Le télétravail, ce n'est pas qu'une question d'outils. Ce n'est pas parce que vous fournissez un outil à vos collaborateurs que tout de suite ils vont être opérationnels en télétravail. Ce n'est pas vrai. D'abord, il faut travailler sur les outils, on y reviendra tout à l'heure, et ensuite la mise à disposition d'outils n'est pas suffisante, il faut aller au-delà avec chacun des collaborateurs qui va devoir travailler en télétravail. L'organisation du télétravail incombe uniquement aux managers. Là aussi, ce n'est pas possible, il faut travailler en équipe sur ce sujet-là et c'est la force de proposition de l'équipe qui va permettre en fait de mettre un télétravail en place efficace. Qui mieux que vos salariés savent ce dont ils ont besoin pour travailler au quotidien? Vos salariés. Donc vos salariés doivent être en mesure de vous aider en tant que dirigeant ou manager à identifier les points critiques qui doivent fonctionner en télétravail. Et donc, c'est vraiment un travail d'équipe, c'est pas quelque chose de descendant. Le manager met en place et tout le monde entre guillemets suit. C'est vraiment un échange parce que chaque collaborateur va avoir un environnement différent, une maîtrise des outils différente, un niveau d'implication différent. Donc, il faut là-dessus, sur ce sujet-là, vraiment travailler en équipe. Le télétravail n'est pas possible pour le manager. Bien sûr que si, il fait partie lui-même d'une équipe et donc à ce titre, il peut bien évidemment bénéficier du télétravail. Il n'a pas forcément besoin d'être au bureau pour être efficace. Le télétravail est un sujet uniquement individuel. Alors, on rejoint un peu l'organisation incombe uniquement au manager. Là, on est sur l'autre aspect. Non, ce n'est pas un sujet individuel. Chaque collaborateur ne peut pas mettre le télétravail en place tout seul. Bien évidemment, il doit être autonome, il doit se responsabiliser, mais il ne peut pas le faire sans l'équipe, sans les interactions avec l'équipe et sans les interactions avec son manager. Le télétravail est possible partout et pour tous. Ça, c'est vraiment quelque chose, on l'a découvert sur le premier confinement. Tout n'est pas possible en télétravail. Donc, l'enjeu pour l'organisation, bien évidemment, c'est qu'en période de confinement, les activités critiques, elles, soient possibles ou soient au moins gérées en télétravail. Et le télétravail n'est pas adapté à tous les tempéraments. Vous avez des gens, on reviendra dans la dernière partie de cette présentation, sur les alertes, enfin les signes sur lesquels il faut être vigilant. Mais vous avez certaines personnes qui vivent très très mal le télétravail, soit à cause des conditions dans lesquelles elles l'exercent, soit parce que par rapport à leur tempérament, c'est quelque chose qu'elles vivent très très mal, par rapport à l'aspect sociabilisation, elles le vivent très mal. Donc non, le télétravail n'est pas possible, en tout cas dans la durée pour tous, et c'est là où les dirigeants, les managers, les responsables des ressources humaines doivent être à l'écoute, en vigilance, observer comment se passe ce télétravail pour pouvoir éventuellement amener des corrections, des ajustements, des aménagements pour permettre à chacun de travailler sereinement au quotidien. Le télétravail, c'est un sujet technique qui se traite une bonne fois pour toutes.
Alors, on sait que la technique, une fois que ça marche, théoriquement, c'est à peu près calé, mais ça n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'une entreprise, c'est quelque chose qui vit, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui s'adapte à son environnement. Et bien évidemment, la technique doit suivre. Donc, certaines solutions techniques qui ont été trouvées dans le cadre du premier confinement, peut-être un peu en urgence, eh bien éventuellement, elles vont avoir été adaptées sur le deuxième confinement et peut-être elles vont devoir de nouveau être adaptées pour cette nouvelle organisation qu'on nous demande de mettre en place, qui inclut finalement, comme un mode de fonctionnement régulier, le télétravail. Donc la technique vient en support du télétravail. La technique n'est pas la solution du télétravail. Ce n'est qu'un outil qui doit faciliter le télétravail. J'y reviendrai. Et alors, une idée reçue qui est que finalement, quand on est en télétravail, eh bien, on perd de la productivité. Alors, si le télétravail est mal organisé et mal mis en œuvre, oui, bien sûr, il va y avoir une perte de productivité. Mais un télétravail bien organisé permet justement, on constate, l'expérience 2020 l'a prouvé et on va certainement le constater encore sur 2021, le télétravail bien organisé permet des gains de productivité. Parce que justement, on va être concentré sur l'essentiel, on aura identifié les activités critiques, donc du coup, on va pouvoir, entre guillemets, mettre en retrait certaines activités qui ne sont pas forcément critiques pour l'entreprise. Et le deuxième point, c'est que ça va permettre aux salariés de mieux structurer sa journée, puisque finalement, même si on va chercher à maintenir des interactions sociales, elles vont finalement être dans le cadre de rituels, et donc le salarié va pouvoir dédier des créneaux de travail sur certains dossiers de fond ou sur certaines activités et finalement être plus performant sur ces créneaux de travail-là. Donc, on constate dans un télétravail qui est bien organisé, qui est bien accepté, avec des outils en place qui sont performants, on constate en fait des gains de productivité et non pas une perte de productivité. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on va probablement être amené à continuer en télétravail pendant un petit moment. Donc, après avoir balayé quelques idées reçues et de vous avoir peut-être rappelé les enjeux de la mise en œuvre du télétravail, je vous propose d'aborder le suivi et l'animation des équipes et des collaborateurs à distance par trois aspects: les outils, l'efficacité et l'animation. Une fois que ces trois bulles en fait ont été mises en place, eh bien on peut mesurer, être en veille. Le télétravail a été structuré, comment dire, diffusé, expliqué, coordonné au sein de l'entreprise. Et du coup, on doit être, pour le manager, une fois qu'il a abordé ces trois aspects et qu'il les a organisés et structurés, il va pouvoir revenir en fait à son rôle de manager et être dans la gestion d'équipe, dans la coordination, dans la définition des objectifs. On va aborder tous ces aspects-là et revenir à son rôle initial de manager et donc réduire sa charge mentale, parce que la mise en œuvre du télétravail, c'est quand même un changement de positionnement complètement complet du manager et du dirigeant, et c'est quelque chose qui génère un stress. On l'a constaté sur les managers et les dirigeants sur le premier confinement. Le stress est un peu descendu sur le deuxième confinement, mais ça reste quand même un sujet compliqué pour le manager. Donc, une fois qu'il a passé ces trois étapes, en fait, il doit être lui-même plus serein. Il a amené la sérénité sur ses équipes, donc il doit être lui-même plus serein dans son rôle de manager. Les outils, je vais le passer très rapidement. Mon but, c'est pas de vous faire une liste des outils qui sont disponibles. Il y en a trop d'abord. Simplement, je veux mettre en avant que trop d'outils tue l'efficacité. On parlait de productivité tout à l'heure. Donc, il y a plein d'outils technologiques. La technologie a fait des progrès phénoménaux. Il y a plein d'outils disponibles. Alors, c'est formidable, et à la fois, si on duplique les outils, on perd en productivité. Donc, bien évidemment, on va s'appuyer sur ces outils, que ce soit la réunion, que ce soit la messagerie instantanée, la messagerie classique, qui est quand même une base dans toutes les entreprises pratiquement maintenant, le téléphone. Alors, quand je parle de téléphone, je parle d'appel, voilà, sinon je parle de messagerie, et les visioconférences. Simplement, le manager doit se poser la question,
le but de l'outil, c'est de faciliter l'interaction, c'est que de fluidifier en fait le travail. Donc, il doit, lui, définir ses critères de sélection. De quoi a-t-il besoin pour travailler avec son équipe de façon efficace? Le but étant que tout le monde ait un niveau de maîtrise suffisant de l'outil pour pouvoir être efficace. Donc, des fois, certains outils vont être laissés de côté parce que la prise en main va être trop longue ou trop technique au détriment de la productivité. Donc, chaque organisation ou chaque dirigeant va identifier un certain nombre de critères qui doivent être remplis pour garantir en fait l'efficacité des outils sur lesquels il va s'appuyer. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est pas plus on en a, plus on est efficace, c'est plus ils correspondent aux besoins de l'entreprise et plus ils sont maîtrisés par les équipes, plus on sera efficace. Donc, il y a une petite astuce, on n'est pas tous égaux devant la digitalisation. Donc, des outils simples, des outils souvent qui sont déjà utilisés en présentiel, ça c'est la base. On peut rajouter 1 ou 2 outils, en général la visio bien évidemment. Et par rapport à l'implantation de ces nouveaux outils, on va aller chercher un support. Moi, je parle d'ambassadeur, bon, peu importe le nom, ou back-office, peu importe le nom que vous allez donner, il faut nommer un interlocuteur dans l'entreprise. Alors, souvent, c'est le geek de la société, celui qui aime bien expliquer, montrer, qui aime bien aller découvrir les fonctionnalités, les options, etc. Et en fait, le dirigeant, et ce n'est pas forcément le manager ou le dirigeant, d'accord? C'est aussi une manière de valoriser un salarié, de le mettre en avant et de s'appuyer sur une compétence technique. Donc, on va nommer un interlocuteur, tous les collaborateurs qui ont une difficulté technique par rapport à un outil vont pouvoir se tourner vers cette personne qui soit va être en mesure de les accompagner et de leur montrer comment faire, soit va se tourner vers un prestataire extérieur, il va être le filtre, en fait, il va centraliser les demandes et il va être le filtre par rapport à un prestataire extérieur qui va venir en soutien par rapport à la difficulté technique rencontrée. Tout ça pour arriver à un objectif, c'est-à-dire que l'outil, il est en support de l'activité. Le but des outils qu'on va mettre en place, c'est de faciliter le travail au quotidien. Donc, ils sont au service de l'activité. On ne doit pas dépendre des outils. Les outils sont juste un support pour l'activité, pour organiser des réunions, pour faciliter les échanges entre les collaborateurs et le manager ou entre les collaborateurs entre eux, permettre une prise de décision à distance ou une validation de décision à distance, on y reviendra tout à l'heure. Travailler à plusieurs, créer un document, partage de documents, créer un document à plusieurs ou suivre l'avancement d'activité pour permettre justement au manager d'avoir ce suivi d'activité qui doit rester, mais qui va être un tout petit peu modulé, qui va changer un tout petit peu de format. Donc, je ne vous recommande pas d'outils spécifiques, simplement on sait qu'on va être amené à animer des réunions, qu'on va être amené à échanger avec des documents en support, qu'on va être amené à résoudre des problèmes dans l'urgence. Donc là, le téléphone devrait être la première étape et qu'on va être amené à échanger comme on le fait aujourd'hui en visioconférence. Donc, vous avez un panel d'outils. Prendre ceux qui sont faciles à prendre en main par vos salariés en fonction de leur niveau de maîtrise de l'informatique. Et une fois que ça s'est mis en place, eh bien, on va se pencher sur comment être efficace, une fois qu'on a les outils, comment être efficace au quotidien dans l'activité. Alors, l'efficacité, on va l'aborder sous 3 aspects. L'organisation, la facilitation, le rôle du manager en tant que facilitateur et le suivi des activités parce que même si le contrôle va changer de format, on va quand même garder un peu de contrôle. On va demander de l'autonomie, la responsabilisation, mais on va s'assurer que tout se passe bien quand même. L'organisation. Très rapidement, pour chaque activité, on va identifier ce qui freine à distance. Donc là, on est passé par un stade où c'était tout télétravail. Donc, il fallait vraiment supprimer tous les freins du travail pour travailler à distance. Aujourd'hui, on revient à un équilibre télétravail présentiel. Donc, on va pouvoir peut-être remoduler encore ce mode de fonctionnement pour identifier ce qui est
très facile de faire en télétravail et privilégier sur la période en télétravail ces activités-là. Et par rapport à ce qui est plus compliqué à gérer en télétravail, eh bien, favoriser la gestion de ces tâches-là pendant le présentiel. On va donc voir quels sont les supports, on a parlé des outils, et on va, en tant qu'équipe, hein, donc là, je parle d'impliquer les collaborateurs dans ce fonctionnement-là, on va co-construire en fait un mode de fonctionnement en télétravail. C'est-à-dire que finalement, la semaine où l'activité va se décliner avec des périodes en télétravail et des périodes en présentiel, et le collaborateur va en fait revoir son mode d'organisation pour privilégier sur la période en télétravail ce qui peut être fait facilement en télétravail et pour privilégier sur présentiel ce qui doit être fait en présentiel. Et après, une fois que ça c'est identifié, il y a un autre travail à faire qu'on oublie un peu, c'est finalement s'appuyer sur les compétences de l'équipe et non pas de chaque individu. C'est-à-dire que le fait de passer en télétravail peut, par exemple sur la gestion de projet, où vous aviez parfois, dans certaines entreprises, le fonctionnement suivant, chaque personne prenait la responsabilité d'un projet dans l'équipe et menait finalement le projet de bout en bout. Eh bien aujourd'hui, du fait du télétravail, on va peut-être voir cette gestion de projet différemment. C'est-à-dire que plutôt que quelqu'un soit responsable du projet dans son intégralité, il va être responsable d'une partie du projet parce que s'il a les compétences, il est celui ou celle qui maîtrise le mieux les compétences pour cette partie-là du projet. Et donc, le projet va être découpé différemment. Au lieu d'avoir un projet par individu, on va avoir un projet sur l'équipe avec des étapes par individu. Donc là, c'est vraiment redéfinir hein, le fonctionnement de l'organisation par activité, en découpant par activité et travailler ces activités en fonction de la compétence des individus pour optimiser le télétravail. Faire une espèce de charte, je vous en présenterai une un peu plus loin dans la présentation, définir en fait les modes de communication par étape. Donc, avoir en fait une charte en disant quand je rencontre ce type de problème-là, mon mode de communication préféré ou mon mode d'échange préféré sera celui-là et je le privilégie. Donc, je viendrai un peu plus sur ce sujet-là ultérieurement. Et identifier les plages où, en fait, les gens en télétravail vont être disponibles pour échanger avec ceux qui sont en présentiel ou échanger avec les collègues en télétravail. Le but de cette démarche, de ce découpage des activités, en fait, c'est tout simplement d'impliquer les collaborateurs pour qu'ils s'engagent, en fait, sur certaines tâches, sur certaines activités et qu'ils s'engagent dans le temps. Télétravail, ça veut dire qu'ils doivent fournir un travail avec une échéance parce que vous, en tant que manager, bien évidemment, vous avez des échéances à respecter. Donc, il faut accepter que le télétravail ne soit pas la solution idéale sur certaines activités, la plus efficace, et donc prévoir en présentiel ces tâches-là, mais il faut aussi avoir l'engagement des collaborateurs, quand ils sont en télétravail, à gérer les activités identifiées comme étant privilégiées sur les périodes de télétravail avec des délais. Je suis très favorable à l'agenda partagé, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, comment faire ? Très simplement, on va partir de l'objectif collectif, puisque on a dit que le télétravail, finalement, c'était de la responsabilité de tout le monde et pas seulement du manager d'organiser ce télétravail. Donc, on va partir de l'objectif collectif, de l'objectif de l'équipe, avec les échéances et les étapes critiques, et on va découper cet objectif collectif et ces échéances en des objectifs individuels, des activités individuelles et des échéances. Ça permet d'abord aux collaborateurs de garder ce sentiment d'appartenance, puisqu'on part du collectif et on les inclut dans le collectif. Ça, c'est le premier niveau important. Et ensuite, le fait de leur donner des activités individuelles avec des échéances, ça donne un sens à leur journée, ça donne un sens à leur activité et ça met en évidence leur contribution au groupe. Donc, il faut absolument qu'il y ait une passerelle, en fait, que les gens comprennent bien en quoi ils contribuent au groupe. D'accord. L'objectif individuel, lui, il va être à court terme parce qu'il va falloir donner un rythme à ce télétravail. Donc, pour faciliter le suivi de l'avancement du manager et pour faciliter, en fait, le maintien en fait, d'un rythme de travail au niveau du collaborateur,
eh bien, on va mettre des objectifs individuels à court terme, alors que l'objectif d'équipe, il va être plutôt à moyen ou à long terme. Ce découpage permet de garantir la cohésion de l'équipe et permet de garantir le rythme en télétravail, parce qu'on a vu, en particulier sur le premier confinement, des gens qui progressivement décalaient leur journée, qui progressivement travaillaient plutôt le soir, la nuit. Bon, il y avait des problèmes de garde d'enfants hein, sur le premier confinement, on a expérimenté plein de choses, mais en fait, c'est au détriment de la productivité là. Donc, le fait d'avoir un agenda partagé, le fait d'avoir des objectifs à court terme avec des échéances à court terme permet aux salariés d'essayer de garder son rythme de travail comme il en aurait un quand il est en entreprise. Et ça permet aussi de garder la connexion avec le reste du groupe, parce que forcément, si vous travaillez en décalé, eh bien, finalement, vous vous détachez, hein, vous vous déconnectez du reste du groupe. Et ça permet aussi, et j'insiste là-dessus, à surveiller en fait hein, le temps de connexion et d'éviter les gens qui vont se déconnecter complètement, mais aussi d'éviter les gens qui vont être surconnectés, c'est-à-dire qui vont finalement être dans une logique de travail permanente avec un épuisement qui peut arriver au bout. Pour faire cet exercice-là, moi, je m'appuie sur la méthode SMART, donc je vous la proposerai tout à l'heure. Le but de cette démarche, c'est de dépasser la logique de contrôle en responsabilisant le collaborateur, tout en ayant un œil via l'agenda, on va y revenir. C'est d'obtenir aussi son engagement, son implication par rapport à certaines échéances. C'est aussi faire preuve de confiance réciproque, de dire voilà, je te laisse en autonomie, par contre j'attends de toi que si tu as un souci, ben, tu viennes me voir, que tu déclenches la demande, et aussi d'encourager la prise d'initiative. Parce qu'on se rend compte que finalement, on le sait, hein, les équipes sont force de proposition, mais que quand on les met en responsabilisation, eh bien certains collaborateurs s'avèrent finalement beaucoup plus responsables, beaucoup plus autonomes, beaucoup plus ambitieux dans leur quotidien. Pour aborder le dernier point de l'organisation, je vous propose de parler un peu de l'agenda partagé. Moi, je suis une inconditionnelle de l'agenda partagé. Pourquoi? D'abord parce que ça structure la période de télétravail, ça structure la semaine de votre collaborateur à distance. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est une forme de contrôle indirect qui est assez innocente, entre guillemets, dans son approche, parce que c'est pas un contrôle rigide, c'est simplement dire, moi, j'ai besoin de savoir sur quoi tu travailles à quel moment. Hein. Donc, je parle de plage horaire, hein, je parle pas, on n'est pas dans le contrôle à la demi-heure, on est dans la plage horaire. L'idée dans la plage horaire, c'est de simplement dire, je sais que si je travaille sur ce dossier-là et que j'ai une question, il va être sur ce dossier-là à ce moment-là, et donc, eh bien, je peux l'interrompre, je peux aller le solliciter sur ce moment-là parce qu'il sera dans le dossier. Donc, je ne vais pas le couper de quelque chose qu'il fait pour qu'il me réponde. Le fait d'avoir un agenda partagé, en fait, ça permet de dédier des plages horaires ou des créneaux sur lesquels il y a un travail de fond qui est fait. Et sur ces créneaux-là, on va essayer de ne pas déranger le collaborateur ou le manager, c'est valable dans les deux sens. Et puis, on va mettre en place un certain nombre de plages horaires sur lesquelles on va être disponible pour les réunions. On va caler les réunions, comme ça tout le monde sera là, les visios, hein, comme ça tout le monde sera là. On va caler des créneaux où on va être disponible pour répondre aux autres collaborateurs, pour répondre aux autres services, pour répondre aux clients, pour répondre aux fournisseurs. Et donc, ça va structurer la journée des collaborateurs, ça va leur donner un objectif dans la journée, ça va leur donner un rythme, et vous, ça va vous donner de la visibilité. Donc, c'est un contrôle indirect. En échange de ça, bien évidemment, vous devez mettre à disposition l'agenda, votre propre agenda, et avoir des plages de disponibilité pour répondre à vos collaborateurs. Et comme ça, vous maîtrisez en fait la gestion du temps. Et vous maîtrisez aussi l'efficacité, hein, vous apportez de l'efficacité. Sur le management par objectif, la méthode SMART, donc pour ceux qui ne la connaissent pas, très rapidement, c'est une méthode qui nous vient des États-Unis, comme souvent en management. Chaque lettre correspond à en fait une terminologie à laquelle doit répondre l'objectif. Donc le S, c'est pour spécifique. Donc chaque individu doit savoir spécifiquement ce qu'on attend de lui et quel est l'objectif recherché. Donc ça doit être vraiment précis, détaillé. Chaque personne doit savoir
sur quoi il est attendu et ce qu'il doit livrer, ce qu'il doit délivrer, quel est l'objectif de son travail au quotidien. Ça doit être mesurable de manière factuelle, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un indicateur grâce auquel on va pouvoir dire là, on a atteint l'objectif. Alors que ce soit un indicateur chiffré ou que ce soit un délivrable, on doit pouvoir dire quand tu as complété ton avant-projet, effectivement l'objectif est atteint, l'indicateur c'est que l'avant-projet soit complété à cette date-là. Il doit être atteignable parce que forcément si vous donnez des objectifs irréalistes, c'est très difficile pour le salarié de se projeter et donc il va s'épuiser. Alors que s'il sait quelles sont les étapes, ce qu'il doit faire pour atteindre l'objectif et à quel moment il l'a atteint, eh bien c'est un facteur de motivation. Je parle souvent de l'escalier. Quand vous avez un escalier, dans la progression, souvent on parle d'escalier et de palier. Si vous regardez le haut de l'escalier, vous ne le voyez pas forcément, hein, ça peut être flou. Par contre, si vous regardez juste la prochaine marche, vous savez exactement ce qu'on attend de vous. Donc, quand on parle d'atteignable, c'est que les étapes en fait doivent être définies. Le salarié doit savoir par quelles étapes, par quelle marche il doit passer pour monter l'escalier. Et progressivement, il va voir le haut de l'escalier, alors qu'au départ, il ne le voyait pas forcément. Ils doivent être réalistes, bien évidemment. Est-ce que vous avez mis à disposition, et là c'est la responsabilité du dirigeant, du manager, du service RH, de mettre à disponibilité du salarié les moyens pour travailler. Et en télétravail, c'est vraiment important de lui expliquer, on vous a mis ces outils, on vous a éventuellement formé sur ces outils parce que vous allez en avoir besoin dans tel et tel contexte et on vous donne les moyens pour réaliser votre activité au quotidien. Et il doit être délimité dans le temps parce que un objectif sans date butoir, finalement, vous pouvez toujours dire que vous travaillez dessus et ne jamais l'atteindre. Donc, il faut bien évidemment, et en particulier en télétravail, donner des objectifs temporels avec une date limite, de manière à ce que le salarié, on parlait des objectifs à court terme au début de la présentation, eh bien, il faut que le salarié puisse savoir à quelle date, à quelle échéance il doit rendre son travail et à qui. Voilà pour l'organisation. On va passer rapidement à la facilitation. La facilitation, eh bien, c'est tout le rôle du manager aujourd'hui. Le manager doit se pencher sur le processus de décision. Est-ce qu'il délègue? S'il délègue, dans quelles conditions? Est-ce que les processus métiers sont adaptés au télétravail, quels sont les processus à faire évoluer, quels sont les points bloquants sur les processus, alors est-ce qu'on les gère quand on est en présentiel ou est-ce qu'on justement on contourne ou on trouve des solutions pour ces points bloquants, quel est le but du processus, comment l'atteindre, comment finalement on peut travailler plus simplement. Et le télétravail a eu ce bénéfice-là, c'est que finalement il nous a obligés à repenser nos processus, à repenser le fonctionnement de l'entreprise et de temps en temps éliminer des étapes qu'on faisait soit par habitude, soit parce qu'en présentiel, ça ne posait pas de souci de le faire, mais qui en fait n'ont pas de valeur ajoutée dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise. Donc, de temps en temps, ça permet aussi de revoir en fait la manière dont on travaille et d'être plus efficace dans la manière dont on travaille. Et là, il est vraiment important de s'appuyer sur l'équipe et de penser ensemble, de travailler ensemble ce processus, soit de décision, soit ce processus métier, pour l'optimiser, pour le mettre en œuvre de manière fluide et que tout le monde puisse travailler de manière intelligente et efficace. Alors, je vous ai mis juste un petit encas. Il faut savoir que quand on communique avec les gens, on a 9 raisons de ne pas se comprendre. Ce qui est vrai en présentiel est encore plus vrai quand on travaille à distance. Entre ce que moi je pense, ce que je veux dire, ce que je crois vous expliquer aujourd'hui, ce que je dis vraiment, parce que je suis limitée dans le temps et on est en direct, donc je le formule avec mes mots du moment, ce que vous voulez entendre, parce que votre référentiel, votre culture, votre expérience n'est bien évidemment pas la même que la mienne, ce que vous entendez ou ce que vous croyez comprendre de ce que je vous dis aujourd'hui, ce que vous voulez bien comprendre aussi, parce que de temps en temps, on se met des œillères et on n'a pas forcément envie d'entendre ce qu'on nous dit, et ce que vous comprenez réellement, il y a 9 manières en fait, de ne pas être sur la même longueur d'onde. Donc, ce qui est vrai présentiel est accentué en télétravail. Donc, l'une des responsabilités du manager, ça va être de vraiment travailler sur ces aspects-là pour être sûr qu'il est compris,
qu'on a bien intégré ce qu'il attend, et lui-même doit être à l'écoute des retours qu'il a et les interpréter et être très, très vigilant. Donc, dans le suivi d'activité, je le disais tout à l'heure, on ne va pas être sur le contrôle classique. Le manager va faire évoluer son mode de contrôle et il ne va pas forcément contrôler la même chose finalement. Donc, je vous propose d'aborder le rituel d'équipe, le suivi d'activité, pardon, sous 3 aspects. Le rituel d'équipe pour la sociabilisation et le bien-être du salarié dans l'entreprise, les règles de suivi d'activité qui vont un peu évoluer et le retour constructif qui va être finalement l'une des tâches les plus importantes du manager en télétravail. Le rituel d'équipe, on l'a un peu oublié sur le premier confinement. C'est quelque chose qui s'est remis en route progressivement, mais dans un premier temps, en fait, les salariés, ils se levaient, ils se connectaient, ils travaillaient, ils mangeaient, ils se connectaient, ils travaillaient, ils se déconnectaient, ou ils ne se déconnectaient pas, et ils repartaient à leur vie de famille. Et on a oublié les rituels d'équipe, c'est-à-dire le tour des bureaux le matin où on dit bonjour à tout le monde, on prend des nouvelles, on prend un peu la température, la météo du jour, et puis la pause café, et puis éventuellement le déjeuner ensemble à la cantine. Tous ces rituels, dans certaines entreprises, ont complètement disparu. Et là, l'isolement est apparu parce que finalement, le salarié, il était confiné chez lui, il se levait, il ne sortait pas de chez lui, il ne croisait personne. Il avait une charge mentale accentuée parce que c'était quand même un changement. Et comme tout changement, il y a forcément une charge mentale jusqu'à ce qu'on revienne dans sa zone de confort. Et eh bien, on a eu des gens qui étaient, alors, je ne vais pas dire en détresse, mais en mal-être, qui n'étaient pas comme d'habitude, parce qu'on avait perdu ces rituels. Alors que rien ne leur interdisait d'avoir ce rituel, de prendre le café avec les collègues le matin, de reprendre une pause éventuellement en cours de matinée pour boire un thé, un café de nouveau avec ses collègues. Je ne connais pas de dirigeant qui ait interdit ça. Simplement, les salariés n'ont pas eu le réflexe. Ou les dirigeants n'ont pas eu, ou les RH, enfin peu importe, les managers, n'ont pas forcément eu le réflexe de recréer ce rituel qui permet aux salariés, aux collaborateurs, d'avoir un sentiment d'appartenance. Donc le rituel d'équipe dans le management, dans le fonctionnement du manager en télétravail est quelque chose de très important. Il faut maintenir le rituel d'équipe. Et il est de sa responsabilité de manager de maintenir ce rituel d'équipe. Donc, il faut finalement autoriser le salarié, ça paraît un peu surprenant, à faire ses pauses pour maintenir le lien. Parce que la cigarette qui était devant la porte du bâtiment, la pause cigarette qui existait, eh bien, rien n'empêche de continuer à la faire au téléphone en discutant avec des collègues avec qui on s'entend bien. Donc, il faut inciter en fait ses collaborateurs à maintenir ces rituels d'équipe, ces rituels de journée de travail, même en télétravail, pour garder cette sociabilisation qui existe dans l'entreprise. Donc ça, c'est un point très, très important. On en est plus conscient maintenant, mais c'est quelque chose sur lequel certains managers sont complètement passés sur le premier confinement et qui a expliqué certaines situations d'isolement ou de mal-être des salariés. Communiquer les objectifs. Donc, on en a parlé. Il faut absolument communiquer les objectifs collectifs d'abord, hein, et puis après la passerelle sur l'objectif individuel, et partager en fait l'avancement. Donc, à l'occasion de réunions, moi, je ne peux qu'inciter les managers qui ont des télétravailleurs à avoir au moins une réunion par semaine. En tant que manager, ils doivent consulter leurs collaborateurs de manière régulière, mais ils doivent essayer aussi d'animer le groupe de façon régulière et probablement à minima une fois par semaine pour partager en fait les réalisations de la semaine, le suivi, ajuster s'il y a du retard sur certains projets. Donc ça, voilà, le contrôle, il va être là. Il va être de manière indirecte dans l'échange, dans le partage des difficultés que rencontrent les personnes, dans l'avancement des activités. Il va exercer une sorte de contrôle qui va être moins visible par les salariés, par les collaborateurs, mais qui seront quand même là. D'accord? Donc, il faut saisir toutes les occasions, hein, bien évidemment, de partage qui va permettre finalement au manager d'être à l'écoute de ses équipes. Et
le dernier rôle qui est très très important pour garder la motivation, c'est de partager les succès. C'est-à-dire que on va partager les succès des équipes, on va mettre en avant des succès individuels. Donc finalement, tout le monde va participer, va être valorisé à un moment ou à un autre, va être remercié à un moment ou à un autre. Et on va être dans une posture d'aide pour ceux qui sont en difficulté. Donc, on va, à l'occasion de ces réunions, de ces échanges, être à l'écoute des difficultés et on va réunir l'équipe pour solutionner en groupe, pour que l'équipe soit force de proposition et c'est une manière de la responsabiliser au quotidien. Tout ça, pourquoi? Parce que finalement, le rôle du manager, il va changer. Il va être dans l'animation, finalement, plus que dans le contrôle. Donc, on va peut-être, pour certaines organisations, inverser la hiérarchisation de ces deux rôles du manager ou du dirigeant. Il va être dans l'animation avec le vivre ensemble, la communication qui va être très importante et le bien-être au travail, puisqu'il a une responsabilité vis-à-vis de ses collaborateurs par rapport au bien-être au travail. Le vivre avec, hein, la Covid, pardon, on n'a pas le choix, il faut vivre avec et donc il faut travailler ensemble. Donc on va utiliser les différents formats en fait d'interaction pour avancer ensemble, travailler ensemble. Donc les réunions informelles dont je vous parlais tout à l'heure, hein, les petits rituels, donc les pauses café, les temps collectifs d'échange, de convivialité, où là on va pas être dans le travail pur et dur, mais on va être plus dans le lien social. On va entretenir le lien social, la vie sociale, pour éviter l'isolement d'un ou de plusieurs salariés et maintenir une cohésion du collectif. La réunion formelle, là, elle va être plus structurée, hein, elle va être organisée avec un ordre du jour partagé avant la réunion. Seuls les contributeurs vont être là parce qu'on va être dans une recherche d'efficacité quand même et les autres auront le compte rendu et on va être là dans la construction, dans la gestion, dans le suivi et là, il va y avoir du contrôle, effectivement. On va être dans le partage des temps de disponibilité, c'est-à-dire qu'on va se rendre disponible pour le groupe, hein, que ce soit le manager ou les autres collaborateurs. On va se rendre disponible pour le groupe sur des périodes où on sera joignable. Alors, les modes de communication, on va y venir après. Et on va, entre guillemets, mettre en place une espèce de charte d'équipe. Moi, je l'ai fait pour certaines entreprises où on va mettre tout le monde, en fait, va être à la même enseigne par rapport à la communication, où on s'engage à solliciter un collègue si on en a besoin. On va alerter si on a une difficulté, on va prendre des nouvelles régulières de ses collègues et pour le manager, c'est vraiment une obligation. On va limiter les sollicitations de ses collègues sur certaines plages horaires grâce à l'agenda partagé, etc. Donc, on va vraiment être sur un mode de fonctionnement très structuré, mais avec des plages de réunions informelles qu'on va prévoir à l'agenda et qui vont permettre finalement à l'équipe de se retrouver comme elle se retrouvait au moment de leur présence dans l'entreprise. Alors pour la communication, moi j'ai mis ça en place pour un de mes clients. C'est un petit mode de fonctionnement de dire je me retrouve dans telle situation, j'utilise tel support. Donc, je souhaite faire un point urgent, c'est la messagerie instantanée. J'ai besoin de débriefer d'une réunion collective, je vais prendre mon téléphone. Je veux fixer un rendez-vous, eh bien, j'envoie, alors j'ai mis Outlook, hein, mais ça peut être Gmail, ça peut être peu importe le support. Je souhaite fixer un rendez-vous, j'envoie une invitation dans le calendrier électronique. J'ai besoin d'un conseil délicat sur un sujet, je fais un email expliquant la situation et je compléterai éventuellement par un appel téléphonique. Je dois évaluer un collaborateur, ça va être une visioconférence, il faut quand même le visuel, idéalement le présentiel. Donc ça, si le présentiel est autorisé, on va vraiment le mettre sur une plage de présentiel. Je souhaite traiter un point non urgent, j'envoie une invitation au Outlook avec le motif et j'ai un échange dont la conclusion doit être partagée. Je fais une réunion avec un compte rendu. Donc voilà, c'est juste un exemple. Hein. Chaque organisation va créer sa matrice de communication, mais on va être sur ce type de hiérarchie avec une charte, donc je vous ai montré tout à l'heure, et qui va permettre finalement à tout le monde de s'organiser et de respecter un mode d'échange qui, bien évidemment, doit être connu de tous les collaborateurs de l'équipe, mais également de l'environnement, donc des autres services ou de la hiérarchie, pour que justement elles ne viennent pas interférer dans ce mode de fonctionnement. Voilà pour la communication.
Maintenant, je vais vous parler un peu du bien-être au travail. Alors, c'est un vaste sujet, mais en tant que manager, dirigeant RH, bien évidemment, vous avez une responsabilité. Vous devez, dans le cadre du document unique d'évaluation des risques professionnels, qui inclut les risques psychosociaux, vous préoccuper et faire un certain nombre d'actions de prévention vis-à-vis de vos salariés. Et en période de télétravail, il est très, très important que le manager soit conscient de ça et puisse détecter. Donc, ce qui doit vous alerter chez vos collaborateurs, vous les connaissez relativement bien, on va pouvoir catégoriser 3 types de symptômes et tout changement de comportement d'un collaborateur doit vous alerter. Alors, les symptômes, ce qu'on appelle les symptômes émotionnels, c'est un collaborateur qui va être nerveux, qui va être à fleur de peau, ou qui va être surexcité. Le collaborateur qui était quelqu'un d'hyper calme, tout d'un coup, il est toujours sur le devant de la scène. Toutes les réunions, il prend la parole, il monopolise la parole. Il y a quelque chose. Il faut que vous ayez un échange avec cette personne-là et que vous arriviez à identifier est-ce que c'est juste parce que le support lui convient, qu'il se sent investi d'une mission, mais il faut échanger pour être sûr que derrière, il n'y ait pas un mal-être qui s'installe. Les symptômes intellectuels. Vous aviez quelqu'un qui était quelqu'un de très organisé, très rigoureux, qui retenait tout, qui n'avait pas besoin d'agenda, etc. Et puis tout d'un coup, il oublie. Il se souvient plus, il vous re-questionne sur des choses sur lesquelles vous aviez déjà échangé. Il n'est plus force de proposition. Donc là, il y a une fatigue intellectuelle. Est-ce que c'est parce qu'il travaille trop, il ne se déconnecte pas? Est-ce que c'est parce qu'il vit mal sa situation en télétravail, parce qu'il n'a plus les interactions avec les autres? Voilà. Là aussi, ça doit déclencher, ça doit vous alerter et ça doit déclencher un échange avec cette personne-là. Les symptômes physiques. Alors là, ça va être les gens qui vont vous dire « Ah, je suis tout le temps fatiguée, j'arrive pas à dormir » ou je mange plus » ou voilà. Vous voyez que c'est quelqu'un qui n'arrive plus, qui vous dit qu'il a mal à la tête, qui va se mettre en arrêt, qui va avoir du mal à participer, qui va pas être là en fait. Là aussi, vous avez une situation qui doit vous alerter et sur laquelle il va falloir passer un peu de temps en tête-à-tête avec le salarié, en tout cas sur un échange en face à face, en visio, mais un échange individuel pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ça peut être un problème à la maison, sur le télétravail, ou ça peut être un problème dans la gestion du télétravail. Donc, il va falloir… Vous ne devenez pas… là aussi, il y a la frontière. C'est-à-dire que en tant que manager, vous n'êtes pas là pour gérer les problèmes à la maison. Mais du fait que votre travailleur est à la maison, vous ne pouvez pas ignorer le cadre dans lequel il travaille. Donc, sans vous improviser, parce que c'est un métier à part entière, psychologue de la famille, psychologue, etc., sans vous improviser dans ce rôle-là, qui d'abord n'est pas votre rôle et qui implique des actions vis-à-vis de la vie individuelle du salarié qui n'ont rien à voir avec l'entreprise et qui vous mettraient en défaut, il faut quand même détecter. Donc, s'il y a un problème, vous avez la médecine du travail, vous avez votre service RH d'abord, qui va pouvoir être la première étape si vous en avez un sur ce type de problème. Et puis après, vous avez la médecine du travail. Mais vous n'allez pas vous improviser psychologue de vos salariés. Vous êtes là pour organiser l'activité, la structurer, leur donner les moyens et être en veille si ça se passe mal. Mais la solution, c'est pas forcément vous qui allez l'avoir. Et je sais que c'est très compliqué pour certains managers, mais la solution, c'est pas forcément vous qui allez l'avoir. Donc, voilà. Donc, il faut quand même garder les limites. Par contre, il faut savoir détecter pour pouvoir orienter votre salarié vers le bon interlocuteur. Voilà. Donc, pour la facilitation, le bien-être au travail, c'est aussi le bien-être du manager et j'insiste là-dessus. Donc, un manager, il doit savoir se déconnecter aussi, il doit savoir respecter ses plages horaires de travail, il doit savoir ne pas inciter ses collaborateurs à travailler au-delà des plages de travail, donc ne pas les déranger sur les plages hors horaires effectifs de travail. Donc, c'est une discipline qui s'applique à vos salariés, qui s'applique à vous-même. Donc, envoyer un email à 22 h le vendredi soir pour une réponse le lundi matin, ça n'est pas une bonne idée. Parce que d'abord, ça veut dire que vous travaillez jusqu'à 22 h et ce n'est pas forcément une bonne idée. Et la deuxième chose, c'est que votre salarié, en fait, quand il va voir l'email à 22 h, ça va l'inciter lui-même à ne pas respecter ses horaires. Donc là, vous avez un rôle de modèle
qui est très important à ne pas oublier. Donc, mettez vos emails dans les drafts si vous souhaitez travailler en dehors des horaires et ne les envoyez que sur les plages horaires travaillées. D'abord, ça vous incitera peut-être à vous déconnecter. Et ensuite, surtout, vous n'allez pas basculer une charge mentale sur votre salarié parce que, par défaut, si avec les nouvelles technologies, malheureusement, on peut consulter sur les téléphones, et en fait, vous allez augmenter la charge mentale inutilement. Si vous envoyez l'email le vendredi soir, vous attendez une réponse le lundi matin. Ça n'est pas la peine qu'il passe tout son week-end à penser à votre demande. Donc, le rôle, la valeur de l'exemple du manager est très, très importante. Il faut vraiment que les managers comprennent que ce qu'ils demandent à leurs salariés de faire, il faut aussi qu'ils se l'appliquent dans le cadre du télétravail. Il en va de leur productivité, mais il en va aussi de leur bien-être au travail. Et je vois beaucoup de managers qui malheureusement ne s'appliquent pas les règles et qui au bout d'un moment sont en fatigue par rapport à cette situation qui demande quand même pas mal d'énergie. Voilà. Je vous ai résumé ici la démarche en 12 étapes en les requalifiant entre l'animation, les outils, l'animation et l'efficacité. Si vous passez toutes ces étapes, finalement, vous allez réussir à organiser votre télétravail de manière efficace pour votre équipe, pour votre organisation et pour vous-même en tant que manager, dirigeant ou RH. Et donc, ça va vous permettre de travailler plus sereinement. Hein. On cherche beaucoup de sérénité en cette période compliquée et les managers en ont besoin parce que leur environnement en fait de manager a complètement changé. Le fonctionnement du manager a complètement changé et aujourd'hui, il faut trouver quand même un fonctionnement qui soit pérenne, hein, qui puisse durer sans être tout le temps en surchauffe et en adaptation. Voilà ce que je pouvais vous proposer ce matin par rapport à la gestion du télétravail. Donc, si vous souhaitez qu'on échange, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, c'est le moment, puisque je vous redonne la parole finalement pour être à l'écoute de vos questions. Donc, je ne sais pas. N'hésitez pas à prendre la parole. Alors Hélène, je reprends juste la parole car j'ai vu qu'il y avait une question de Monsieur Lamuret dans le chat qui demandait si vous aviez des exemples à leur proposer pour créer des rituels en télétravail. Alors, le rituel en télétravail, en fait, il va se calquer sur le rituel qui existait en présentiel. Si vous aviez des salariés qui prenaient le café le matin, vous pouvez très bien avoir une visio le matin qui n'est pas une réunion, qui est juste, moi j'ai un dirigeant qui fait ça tous les matins, il se connecte, quand il arrive à 8 h, il se connecte et il prend le café avec ses équipes. Et on ne parle pas du tout du travail. Donc tout le monde est en visio, ceux qui veulent venir viennent, ceux qui ne veulent pas venir ne viennent pas, mais l'espace existe. En fait, votre responsabilité de manager, c'est de créer l'opportunité, c'est de créer cette possibilité-là. Après, les salariés l'utiliseront ou pas, mais vous avez créé la possibilité là. Comme dans l'entreprise, ils ont la possibilité d'aller chercher un café ou de faire une pause cigarette. Donc, ce dirigeant, en fait, il a créé 2 pauses. La première le matin, à l'arrivée, où il prend vraiment la météo. Alors, comment ça va, comment ça s'est passé? On parle des enfants, on parle de ce qui se passe un peu à la maison, on parle des idées, voilà. Et il consacre, lui, il a imité un quart d'heure. Après, chaque entreprise a ses pratiques. Donc, il en fait une en début de journée où, en fait, la salle virtuelle s'ouvre et même des fois, lui n'est pas là, puisqu'il lui arrive d'être en déplacement. Il n'est pas là, mais cet espace existe tous les jours et viennent les gens qui ont envie de venir. Alors au début, tout le monde se sentait obligé de venir. Aujourd'hui, tout le monde ne vient pas, mais il y a toujours quelqu'un. Il a créé ce rituel le matin et en début d'après-midi. Et il a aussi, de temps en temps, une fois par quinzaine à peu près, en fait, ils déjeunent ensemble en visio. Donc, ils ont chacun leur plateau repas et ils mangent comme ils mangeaient dans l'espace cuisine de l'entreprise. Donc, l'idée, c'est vraiment de garder ce lien social comme il existait avant, d'essayer de le retransposer dans un monde virtuel. Donc, vient qui a envie de venir, voilà. Donc, il a simplement pris un abonnement et n'importe qui peut déclencher une visio, peut ouvrir la salle quand il n'est pas là. Par contre, il l'a limité à un quart d'heure. Voilà. Je sais pas, j'espère que ça répond à la question. Ils ont fait la galette des rois là, à distance, par exemple. Ça, c'est un rituel. Voilà, ils ont tiré les rois à distance. Chacun a acheté une galette. Et bon, il y avait beaucoup plus de rois que les années précédentes, mais ils ont tiré la galette des rois à distance, par exemple.
Donc, on peut continuer ces rituels-là pour conserver le sentiment d'appartenance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis en train de dérouler le chat là pour voir parce que... Alors, j'ai regardé un petit peu, il n'y avait pas d'autres questions écrites dans le chat. Par contre, si vous avez une question qui vous vient là maintenant, n'hésitez pas à la formuler oralement. Oui, bien on est là sûr. pour ça. Bon. Je pense qu'il n'y a pas de questions qui viennent comme ça à brûle pour point. Écoutez, si en tout cas il n'y a plus de questions, il n'y a pas de questions parce que les explications étaient au top. C'est une très bonne raison. Donc je pense qu'on peut conclure là-dessus. C'est une très belle phrase de fin. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous les transmettre et voilà, on les enverra à Hélène sans problème. Je peux vous laisser conclure, Hélène, si vous souhaitez. Oui, alors là, je vois une dernière question. Les supports de présentation seront disponibles? Oui, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Oui, on vous les enverra. Voilà. Il n'y a pas de problème. Bon, bah écoutez, si j'ai été très très claire, donc j'ai essayé d'être assez complète. Ah, allez-y. Bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour, merci. En fait, ma question, vous l'avez déjà répondu parce que je suis venu un peu en retard. Donc, vous disiez que vous allez mettre des supports à notre disposition. Oui, donc, oui, alors si jamais vous avez un doute sur le fait de nous avoir envoyé votre adresse mail, vous pouvez l'écrire dans le chat et comme ça, moi, ça me donne votre adresse mail pour vous envoyer la présentation. D'accord, il n'y a pas de problème, je vais l'écrire. Merci beaucoup. Très bien. On est presque dans les temps. Oui, à quelques minutes près. On n'était pas à la minute, je vous rassure, mais en tout cas, merci beaucoup Hélène pour cette présentation. Bah, merci de m'avoir donné l'opportunité de la faire. C'est un plaisir. C'était un plaisir partagé. Et puis, donc voilà, je vois quelques adresses mail arriver pour envoyer la présentation et on peut conclure là-dessus. Merci à tous d'avoir été présents. Merci encore à Hélène d'avoir animé ce webinaire. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt. Très bonne journée à tous. Merci. D'accord, merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci, au revoir. au revoir. Et bon télétravail à tous. Au revoir. Au revoir.